Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Il y a d'autres personnes qui vont rejoindre aussi pendant l'événement, mais ne vous inquiétez pas, on est tous concentrés sur les personnes qui ont accepté d'être parmi nous ce soir, qui vont se présenter. Donc le format de la soirée, c'est qu'on va prendre 45 minutes d'échange sur la responsabilité des entreprises sur les sujets environnementaux et sociaux et ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, ce qui est parfois compliqué à faire aussi. Et on enchaînera ensuite, et c'est vraiment un moment pour en profiter, sur un échange autour d'un cocktail et de mets raffinés. Donc pour rencontrer, ici il y a des responsables RSE, notamment dans des PME, dans des petites ETI aussi. Donc c'est l'occasion de discuter tous ensemble de ce qui est bien fait dans vos entreprises et de partager les bonnes pratiques. On se rend compte que les responsables RSE sont souvent isolés. Et donc on était content d'organiser cet événement en collaboration avec Greenly, Beaver et ESG Connect. Ça va? Parfait. Alors, pour commencer, on va chacun dire un peu, c'est important qu'on se présente au public. Il y a des têtes qu'on reconnaît et peut-être d'autres moins. Donc, content si vous pouvez tous vous présenter. Donc Florence Jean, je suis en charge de la RSE pour le groupe Europe Assistance et Europe Assistance France depuis 1 an et demi, mais ça fait 18 ans que je travaille pour cette entreprise. Donc Fabrice Bonifay, moi je travaille dans une petite entreprise familiale, le groupe Bouygues, depuis 17 ans en tant que CSR du groupe. Et je suis aussi président du collège des directeurs de développement durable, le C3D, et administrateur du think tank The She Project. Je suis Léa Goldbarb, je suis responsable de l'impact environnemental chez Plateforme SH, qui est une entreprise française qui est responsable de l'hébergement de cloud. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Degvive, je suis le cofondateur de Mocha.care. Alors Mocha.care, c'est une entreprise d'environ 70 personnes dont les locaux sont au premier étage juste au-dessus. On travaille sur la santé mentale au travail. Donc on n'adresse pas le sujet de la RSE via l'angle environnemental mais social, notamment avec les conditions de travail. Je suis Charles Laurin, je m'occupe du développement commercial de Beaver, une entreprise qui offre des solutions sur les évaluations et les réglementations RSE pour simplifier la mise en conformité des entreprises et leur donner plus de temps à consacrer à l'impact dont on aura aussi l'occasion de parler aujourd'hui. Et justement, je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transition écologique et sociale. La question qui revient souvent des responsables RSE qu'on rencontre chez Beaver et Greenly et ESG Connect, c'est la question de par où commencer. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'actionnable très rapidement? La RSE est souvent vécue comme une patate chaude. Les personnes qui sont présentes ici sont peut-être des héritières parfois involontaires de ces sujets dans leur entreprise. Et j'étais curieux de vous demander à vous, Florence, sur votre rôle chez Europe Assistance. Vous avez passé plusieurs années là-bas. Alors, moi, je dirais qu'il faut commencer par se décomplexer. C'est-à-dire, j'ai commencé il y a 1 an et demi, je ne connaissais rien à la RSE. Et pourtant, j'ai été appointed, comme on dit, hein, donc, à ce poste-là pour le groupe et pour la France, donc avec une double complexité. Donc, comment se lancer? Il faut apprendre, c'est-à-dire se documenter, regarder le MOOC du C3D. Moi, je l'encourage vraiment à regarder ce MOOC-là, parce qu'il est gratuit, il est en ligne, accessible à tous et vraiment très bien fait. Avec des nouveaux modules qui interviennent régulièrement. Donc vraiment, sans rire, vraiment se documenter et ne pas hésiter à poser des questions à ses pairs, etc. Puis il n'y a aucune question qui n'est ridicule. Donc vraiment se lancer dans le sujet. Et au-delà de ça, commencer à poser ses ambitions. Chez nous, on a posé j'ai pris ce poste en décembre 2022. Et en mars 2023, on a posé nos ambitions au niveau du groupe, qui ont été acceptées par le comité exécutif du groupe. Donc vraiment avoir assez rapidement une ambition et un appui du management. Et au-delà de ça, après, c'est trouver des relais, c'est-à-dire fixer des priorités par rapport à vos ambitions, donc avoir des ambitions de longue durée, mais après se dire finalement on y va pas à pas, et trouver des relais pour appuyer ces priorités-là et les mettre en œuvre.
Ouais, c'était vraiment il y a longtemps, hein, pour le coup. Non, mais enfin, un responsable RSE, il a deux missions en fait, hein. Il y a une mission, la première mission, c'est comme de transformer le modèle d'affaires d'entreprise pour se resynchroniser par rapport aux limites planétaires. Ça, c'est la mission la plus importante. Donc pour ça, il faut connaître les modèles d'affaires alternatifs au modèle linéaire qui domine le monde aujourd'hui. Donc je vous encourage à vous documenter, hein, sur la façon de passer de ce modèle linéaire à un modèle permacirculaire ou contributif ou régénératif. Il n'y a pas encore un vocabulaire très stable dans ce domaine-là. Par contre, il y a une bonne littérature qui explique comment on peut y arriver, comment on peut faire cette bascule. Et partout, comment on ne peut pas commencer partout, parce que on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut commencer par ce qu'on appelle les enjeux les plus importants. Alors, il y a le jargon européen qui nous a sorti un nouveau mot là, de matérialité. Mais bon, vous pouvez remplacer matérialité par pertinent ou important, ou voilà, c'est la même chose. Et donc pour ça, il faut regarder où sont ces impacts négatifs, hein, parce qu'il y a des impacts positifs et négatifs, mais il y a quand même beaucoup d'impacts négatifs, vu que notre système comptable ne permet pas de les prendre en compte. Donc on génère de l'externalité négative légalement. Donc on pollue légalement, et ça pose de problème à personne encore aujourd'hui. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est tant que ce n'est pas interdit de polluer, c'est comment on doit reconfigurer son modèle d'affaires pour continuer de créer la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Et en fonction des secteurs d'activité, bon, il y a quand même un plus petit commun dénominateur qu'est le carbone, parce que de toute façon, tout le monde utilise de l'énergie, donc forcément, il y a du carbone partout. Mais après, d'une entreprise à l'autre, la matérialité peut varier. Et donc, ce n'est pas l'entreprise qui doit décider elle-même quels sont ses enjeux matériels, parce que sinon, elle va dire, non, tout va bien, mes clients sont contents, mes collaborateurs sont contents, donc où est le problème? Non, une entreprise qui veut faire ça sérieusement va demander à des parties prenantes non contractuelles. Donc il y a deux catégories de parties prenantes. Il y a les contractuelles, donc celles avec lesquelles l'entreprise a un lien contractuel, donc les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. Donc là, ces gens-là, ils n'ont pas véritablement une liberté de parole totale, parce qu'il y a un lien de subordination ou un lien contractuel, donc ils ne disent pas franchement ce qu'ils ont envie de dire la plupart du temps. Par contre, les parties prenantes non contractuelles, elles disent ce qu'elles veulent, hein, parce qu'il n'y a pas de lien. Et c'est celles-là qui sont vachement intéressantes d'écouter, donc les ONG, les associations, les académiques, les experts, etc. Et on leur dit, voilà, nous on fait ça comme boulot, qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change pour qu'on puisse continuer de le faire d'une façon plus responsable. Et là, ils vont dire, vous les cocos, vous artificialisez, vous utilisez des produits chimiques, vous émettez des polluants dans l'eau, dans l'air, dans le sol, etc. Ce serait bien que vous puissiez ne plus le faire. Et donc ça devient un enjeu matériel, vu des parties prenantes. Et là, tout l'enjeu, c'est de dire, bon sang, mais c'est bien sûr, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon modèle pour continuer en éliminant ces externalités. Et là, c'est là que les difficultés commencent, en fait. Donc, je voudrais rejoindre Florence pour dire juste commencer et de ne pas avoir les complexes. Comme moi, j'ai commencé, j'avais une mission assez claire sur le carbone. Et donc, j'ai commencé là. Et d'être transparent avec vous, notre auditeur est Greenly. Et avec des entreprises comme Greenly et aussi d'être accompagné avec des expertises chez Beaver, qu'on a fait quand les demandes RSE est devenue plus et plus important, c'était une étape importante pour nous. Donc, comme j'ai dit, on a commencé qu'avec la partie environnementale. Et s'il y a une chose à attendre aussi, c'est le concept clé dans l'RSE, cette amélioration de chaque année. Donc, l'évolution va faire partie de votre parcours et c'est normal. Pour nous, par exemple, je me souviens bien, au début, quand on a commencé à travailler avec Beaver sur la préparation CSRD, Charles m'a demandé, mais est-ce que toi, tu as pensé à EcoVadis? Je dis, je ne suis pas intéressée, ce n'est pas l'ordre du jour, j'ai déjà trop de choses à faire. Et je pense que c'était 3 mois plus tard, un client a dit que c'était obligatoire. Donc, juste d'être agile, les priorités vont changer avec le temps, et juste être capable d'adapter et dire, OK, maintenant c'est ça la priorité, et de réagir, comme Fabrice a dit. Le point plus clé, par exemple, dans notre cas, c'était pour nous, quand on a fait notre audit carbone, c'est des émissions de carbone. Pour le cloud, et pour la première fois en 2023, vous êtes les premiers de savoir,
on a diminué. Donc, il y a des étapes par étape, mais ça a pris 2 ans d'arriver là. Et Léa, rapidement sur ça, toi, ce qu'il faut que le public sache aussi, c'est que tu étais climatologue avant, Oui, c'est exact. membre du GIEC. Non, j'ai travaillé pour le GIEC, pour le GIEC. c'est l'unité d'appui technique pour le AR6. D'accord. Et à quel point ça influe sur ta vision de ton travail d'aujourd'hui donc tu es Environmental Impact Officer, mais c'est un peu comme si tu es responsable ESG, parce que en fait, tu finis par faire beaucoup de choses différentes qui ne sont pas que sur l'environnement. Exact. Comment, Donc oui, c'est ma position qui a évalué le temps, et en quoi c'était vraiment c'était dans l'ère d'aujourd'hui que c'est nos clients qui demandent beaucoup, ou nos investisseurs. Et d'être clair avec vous, c'est le premier travail que j'ai dans le privé. Donc c'était un changement assez dramatique, mais j'avais envie vraiment de voir un impact dans une entreprise, de sortir de recommandations, de 6e recommandation de GIEC, d'avoir un impact sur les entreprises. Et je pense, si vous êtes là, vous avez aussi envie de faire pareil. Et je pense que c'est là on peut avoir un levier très, très important dans notre société. En ce qui concerne la santé mentale, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de un peu quel est l'état des lieux, savoir de quoi on parle, où est-ce qu'on en est. Et par exemple, donc, sur ce sujet, la première chose à voir, c'est prendre conscience de l'enjeu économique, financier qu'il y a derrière ça. Santé mentale, ça paraît toujours un peu flou, on sait mais qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est un enjeu humain, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre des euros, etc. De quoi on parle? Je pense qu'il y a pas mal de baromètres, d'études qui existent. Il y a notamment celui de Malakoff Humanis qui rappelle que la santé mentale, les troubles psychologiques, c'est la 2e cause d'arrêt maladie en France. Si on regarde de manière plus précise, c'est 20% des arrêts maladie qui sont liés à ça. 28% des arrêts maladie longs, donc de plus d'1 mois, qui sont liés aux troubles psychologiques. Donc derrière, ça représente nécessairement un coût qui est énorme. Ce coût, l'Institut Sapiens va se prêter à l'exercice difficile de le chiffrer. C'est toujours débattable d'arriver à des euros, mais en tout cas, l'ordre de grandeur auquel ils arrivent à la fin, c'est 4 000 euros par salarié par an. Quand on prend conscience de ce chiffre, on se dit tiens, c'est intéressant, quel budget, moi, en face, j'ai mis sur ce sujet de la santé mentale? Est-ce que là, il n'y a pas un sujet à la fois humain, bien évidemment, c'est du bon sens, mais également financier à tacler? Et je pense que ce chiffre de 4 000 euros par salarié par an, on peut le mettre en perspective avec le coût d'un burn-out. Un burn-out, alors il y a différentes études également, c'est difficile de définir ce qu'est un burn-out parce que ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, du moins de la part de l'employeur. C'est estimé à 30 000 euros. 30 000 euros entre la perte de productivité avant de faire son burn-out, le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, et éventuellement le coût de remplacement de la personne qui, si elle a fait un burn-out sévère, ne va pas pouvoir reprendre son job après l'arrêt maladie. Donc je pense que la première chose à faire, c'est cette prise de conscience de l'enjeu financier, prise de conscience également des obligations légales de l'employeur. Souvent, on va se dire, santé mentale, c'est un sujet on top, en plus, peut-être pas prioritaire, mais ça fait... en fait, je ne sais pas exactement depuis quand, mais au moins plus de 10 ou 20 ans, que c'est inscrit dans le Code du travail noir sur blanc, qu'il y a une obligation de résultat de la part de l'employeur sur la santé mentale de ses équipes, dans ces termes-là. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là. Et après, il y a également un enjeu en termes de certification. On parlait tout à l'heure d'EcoVadis. On peut parler également de Great Place to Work. 30% des critères de ces certifications reposent sur la politique sociale de l'entreprise, donc en partie sur la santé mentale. Merci Guillaume. Et tu parlais de burn-out, et sans révéler forcément de données personnelles, on sait qu'il y a plusieurs personnes présentes ici qui seront amenées un jour dans leur vie à vivre un tel burn-out, et notamment quand on travaille dans la RSE, et qu'on fait face à cet état des lieux qui est décrit ici, avec des externalités négatives qui indiquent une planète qui crie au secours, une santé mentale où tous les indicateurs plongent, notamment depuis l'explosion du télétravail. Quel est le devoir de l'État et de la réglementation et du législateur face à tout ça? Faut-il plus de réglementation? Est-ce qu'il faut une réglementation plus douce, une conformité comme celle qui est demandée par les clients, par exemple?
mais on se rend compte qu'en fait, s'ils le demandent, c'est notamment parce qu'eux-mêmes ont leur propre réglementation. Donc finalement, comment résoudre ces sujets-là grâce à la réglementation, Florence? Alors, moi, pour ma part, la réglementation, j'en sais rien sur ce sujet-là en tout cas, mais c'est vrai que chez Europe Assistance, en fait, on en a particulièrement pris conscience parce qu'on a, alors, on va à l'encontre du carbone puisqu'on a une croissance à 2 chiffres. Voilà. Donc on fait avec pour l'instant. Mais croissance à 2 chiffres, ça veut dire qu'on a énormément recruté, c'est-à-dire post-Covid. On a doublé en fait nos effectifs, notamment sur la France et dans beaucoup d'entités en fait du groupe, on a doublé nos effectifs. Et de fait, donc ça veut dire doubler également le nombre de managers, enfin augmenter en tout cas, peut-être pas doubler, mais augmenter en tout cas également le nombre de managers intermédiaires sur nos métiers qui sont des métiers de centre d'appel, hein, de centre d'assistance et de centre d'appel avec des demandes de performance également qui sont liées à ça. Un peu moins parce qu'on est quand même dans l'industrie de l'assistance, donc on a un métier où les gens trouvent du sens finalement dans ce qu'on fait, donc ça c'est important aussi. Néanmoins, des jeunes se sont retrouvés très rapidement sur des postes de managers intermédiaires, donc bien pour eux parce qu'ils se sentent valorisés, mais face à des fonctions en fait, auxquelles ils n'étaient pas préparés. Et d'autant moins préparés que pendant 2 ans, ils étaient face à leur ordinateur en fait, en situation de Covid, etc., télétravail. Et on s'est vraiment rendu compte de ce point-là, effectivement, de la santé mentale des gens, notamment dans leur rôle de manager. Donc on a vraiment dû travailler avec les RH sur un programme de fond, qui est un programme sur 3 ans, et qui prend point par point vraiment l'ensemble de leur parcours, de reprendre les fondamentaux, etc., pour remettre du sens, remettre également de la formation et du support, en fait, par rapport à des fonctions où pour nous, ça allait de soi de dire, voilà, on va faire une promotion et ça va suffire. Enfin, la personne va prendre le poste, et en fait, pas du tout. Vous avez eu des bons retours sur ce programme? Oui, c'est en place et ça marche bien. Guillaume parlait quand même d'obligation de résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, un manager chez Europe Assistance est capable de témoigner de résultats, de données objectives, quantitatives sur ces sujets? Sur le sujet social, oui. Aujourd'hui, oui, tous les managers, en fait, on a un groupe de management qui s'appelle le G60 chez Europe Assistance France, qu'on se rencontre tous les 15 jours, et ces sujets-là sont abordés à chaque fois. Fabrice? Refais ta question, là. La question, c'est quel est le rôle du législateur face à cette explosion des besoins qu'on a pendant très longtemps ignorés et qui aujourd'hui sont d'autant plus criants, quoi. Parce qu'on a cru pendant longtemps que la main invisible du marché allait régler le problème, puis non. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, la preuve. Hein. Donc là on arrive, on a une espèce d'effet de goulot d'étranglement, parce que tout arrive en même temps. La Taxo est arrivée il y a 3-4 ans, la CSRD maintenant, la CSDDD dans 2 ans. Donc il y a une grosse couche réglementaire qui s'était déjà un peu abattue sur la France après le Grenelle de l'environnement. Mais pour beaucoup de pays, ils découvrent cette régulation. Alors pourquoi la régulation? C'est parce que le marché ne s'est pas régulé tout seul, hein, et qu'on continue de créer de la valeur économique en détruisant la planète, tout simplement. Et que maintenant le temps presse, parce que on est quand même assez mal barré. Il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre de 5-6% par an pendant 60 ans. Si on veut garder un climat à peu près stable et maintenir les conditions d'habitabilité de la planète pour notre génération, mais encore plus c'est l'avenir. C'est ça que ça veut dire. Donc 5% par an, c'est l'équivalent c'est l'économie du Japon. Il faudrait éliminer l'économie du Japon tous les ans pendant 60 ans. Donc il y a eu 2 fois dans l'histoire où on a fait ça, c'était en 39-45 et puis pendant l'année Covid. Voilà. Donc si on veut rester sous les 1,5 degré, c'est même l'économie de l'Inde qu'il faut éliminer tous les ans. Voilà, c'est ça la nature d'effort qu'il y a à faire. Donc on ne va pas le faire sans tout changer. Donc le sujet, c'est comment on va ralentir l'économie du non-essentiel. Donc les entreprises vont devoir se poser la question de savoir est-ce que mon produit sert à quelque chose vraiment, quoi, hein, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas. Donc si l'entreprise dit en fait pas grand-chose, là il y a quand même un virage sur l'aile à prendre assez rapidement sur l'utilité sociale du travail à faire. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Ça renvoie à cette question d'externalité. Donc, parce que les entreprises doivent prendre conscience qu'elles ont des impacts positifs, ce qui sont toujours des impacts sociaux, parce qu'on crée des emplois, on paye des impôts,
et on crée du lien social, tout ça c'est très bien. Mais la variable d'ajustement, c'est toujours l'environnement. Parce qu'elle ne se plaint pas. Parce que, comme dans les comptes, il n'y a pas de comptabilité environnementale aujourd'hui dans les boîtes. Donc on creuse la dette environnementale pour dire, ben non, ben, quand même, merde, je crée de l'emploi, je paye des impôts. Donc, bon, je peux polluer un petit peu, comme c'est pas grave. Sauf que ça fait des décennies qu'on raisonne comme ça et qu'on ne sait pas, on s'est pas aperçu que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie et un bon fonctionnement des écosystèmes. Et quand on aura dégradé les écosystèmes, si on continue à dégrader à la vitesse où on les dégrade, on a quand même 6 des 9 limites planétaires qui ont été dépassées, bah on va s'apercevoir que le business, il n'est pas possible sur une planète qui va devenir une étuve. Donc la dette la plus importante d'une boîte, ce n'est pas la dette sociale, c'est encore moins la dette financière, mais c'est la dette environnementale. Donc il faut absolument que les entreprises acceptent de mettre l'environnement au-dessus de tout, et donc déjà commencer par atteindre le plus vite possible la neutralité carbone planétaire, et donc de contribuer à cette neutralité, parce qu'en fait, aucune entreprise n'est neutre en tant que telle, mais elle peut contribuer par la baisse de ses émissions, en absolu, donc 90%. Et pour ça, donc je reviens à la question, c'est oui, travailler sur les business models qui ont du sens pour l'utilité sociale, parce que c'est ce que mon produit sert vraiment à quelque chose. Et puis ensuite, c'est de poser la question, c'est comment je le fais, parce que rien n'est moins efficace que de vouloir rendre meilleur un truc qui ne devrait pas exister, qui ne devrait plus exister. Donc ça ne sert à rien, ça. Le but, c'est de produire plus propre des choses qui doivent exister parce que ça correspond à des besoins vitaux. Et là, on s'aperçoit que tant qu'on ne touchera pas au modèle d'affaires, ben, on ne va pas y arriver. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est d'arriver à faire shifter, voilà, je shift project, shifter le modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires donc permacirculaires, c'est-à-dire que le but, c'est plus de fabriquer des produits, de les mettre sur le marché pour qu'ils se vendent. Ça, c'était le monde d'avant. L'approche linéaire, j'extrais les matières premières, je fabrique, j'utilise, je jette. Bon, ça a bien fonctionné dans beaucoup de pays, mais c'est pas tenable parce qu'on est en train d'épuiser toutes les ressources physiques de la planète, les métaux, ferreux, non ferreux, les réserves halieutiques, etc. Donc ce modèle linéaire, il est dispendieux en ressources parce que là, ça ne reboucle pas. Hein. Vu qu'on extrait 100 milliards de tonnes de matériaux tous les ans pour fabriquer nos objets du quotidien, et on n'en remet que 7,2% dans la boucle commerciale. Donc l'économie circulaire n'existe pas en fait. Donc le but, c'est d'arriver à fabriquer des produits dont les industriels resteront propriétaires, c'est ça l'objectif, et de vendre l'usage. Donc la vraie liberté demain, je dis souvent, c'est de pouvoir jouir de tout sans rien posséder en réalité. Et vendre l'usage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on aura des produits qui sont ultra durables, parce qu'ils seront conçus pour durer très 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 longtemps. Et on paiera quand on en a besoin. Hein. Personne n'achète une vache quand on veut boire un verre de lait. Non, ça ne se fait pas. Hein. Enfin, je sais pas. Non, tu n'as pas acheté de vache pour boire un verre de lait. Et donc l'idée, ça sera de faire. Et donc la logique, ça va être de d'éco-concevoir ces produits en les surdimensionnant un peu, parce qu'il va falloir qu'ils durent très très longtemps. Parce que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un produit, quel qu'il soit, bah, ce n'est pas pendant l'usage. Alors certains oui, mais la plupart non. C'est lors de la fabrication. Donc ce qu'il faut, c'est faire baisser l'empreinte carbone en absolu, donc beaucoup moins fabriquer de produits. Ça sera mieux pour la biodiversité également, parce qu'on va chercher moins de matières premières, moins d'énergie grise de fabrication. Par contre, il faudra faire transpirer l'asset, transpirer le produit avec une très haute intensité d'usage, y compris pour les bâtiments, y compris pour tout, hein, de manière à ce qu'on puisse continuer de bénéficier de l'apport technique du confort matériel que peut nous apporter un produit. Le but, ce n'est pas de renoncer à ça, mais c'est de plus partager, plus de collaborer, plus de mutualiser, de manière à ce qu'on ait des produits qui soient rentabilisés par plusieurs types d'utilisateurs, primaires, secondaires, tertiaires, etc. Donc cette économie de l'usage, c'est l'économie dont on va avoir besoin pour adresser à la fois les enjeux environnementaux qui sont primordiaux pour notre futur très proche maintenant, parce que la fenêtre de tir là, pour sauver tout ce qu'on peut sauver, elle est de quelques mois seulement. Et puis pour adresser les enjeux sociaux, parce qu'il faut quand même payer des salaires. Et donc, ça sera la rémunération de l'usage qui permettra de le faire, alors qu'aujourd'hui, on est sur la rémunération liée à la vente d'un produit, ce qui est une bêtise, parce qu'on stocke beaucoup de choses qui ne sont peu utilisées. Voilà, j'étais un petit peu long, mais vous avez compris?
Bon, voilà. Avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, juste te donner encore 30 secondes, Fabrice, mais que 30. Oui, que 30. Tu parles ici, au fond, d'une transformation des modèles d'affaires. C'est très clair. Il y a Antoine dans cette salle qui est responsable RH, à qui on a dit de commencer à faire de la RSE parce que ça a l'air important dans son entreprise, une PME de 150 personnes. Antoine, il a envie de te dire, Fabrice, il n'a pas les moyens de le faire et il a besoin qu'une entreprise comme la tienne montre l'exemple. Toi, comment tu répondrais à... Tu es membre du CODIR, du groupe Bouygues. On sait que tu as arrêté de prendre l'avion déjà professionnellement depuis 2019. Qu'est-ce que tu leur dis à ton patron, au patron du groupe Bouygues, qui lui voit que les chiffres de la croissance peut-être en ligne de mire? Écoutez, on ne fait pas mûrir une tomate avec un chalumeau, hein, hélas. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Hein. C'est Lao Tzu qui disait les longues marches commencent par un premier pas, même si on n'a pas beaucoup de temps, qu'il va falloir se mettre à courir assez rapidement. Moi, je ne crois pas au grand soir où voilà, on bascule d'un modèle d'affaires linéaire dans un grand groupe ou dans une PME, et qu'on passe sur un modèle d'affaires permacirculaire ou regen. Nous, on travaille chez Bouygues sur des modèles d'affaires regen. Voilà, et on en a fait émerger pas mal. Alors, ça pèse pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais quand même, on a quand même pas mal de clients maintenant qui acceptent aussi de changer leur regard sur ce qu'on leur vendait avant et qui acceptent d'acheter de l'usage plutôt que d'acheter un produit. D'ailleurs, les box Bouygues Télécom ne sont pas vendues aux clients. D'ailleurs, elles sont louées. Je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, c'est comme ça. Et ça nous permet d'ailleurs de les récupérer et de les réemployer et de les recycler. Donc, c'est un modèle économique qui est vertueux, mais on a plein d'exemples comme ça. Et ce que moi j'encourage, c'est oui, il faut savoir que ce n'est pas une question de volonté de direction générale en tant que telle, de cette injonction à la croissance, c'est aussi surtout les actionnaires qui mettent de l'argent dans les boîtes pour avoir une rémunération. Ils prennent le risque de mettre de l'argent chez toi, donc ils disent fais-moi fructifier la confiance que je mets dans ta entreprise. Et c'est le système qui est comme ça. Et là, il va falloir qu'on explique aux actionnaires, soit vous maintenez la même voracité en termes de rentabilité que vous avez donnée depuis des décennies. Et là, c'est une histoire qui va s'arrêter assez vite, même très vite, même si on peut commencer à dire que ça fait longtemps que ça s'est arrêté, parce qu'on vit quand même largement à crédit, tous les uns les autres, là, à crédit sur la planète d'ailleurs. Je peux vous redonner les niveaux de dette qu'il y a au niveau des pays, c'est 200 000 milliards à l'échelle planétaire. En France, c'est 3 100 milliards. Donc, on vit à crédit. Et donc, dire aux actionnaires, écoutez, il est temps que vous ayez conscience qu'il va falloir qu'on investisse beaucoup dans des nouveaux modèles économiques, qui va nécessiter forcément peut-être une baisse de la profitabilité directe. Ça dépend beaucoup du modèle d'affaires d'où vous partez. Hein. Si tu veux être champion olympique du marathon et que le jour où tu décides de l'être, tu pèses 120 kilos, ça sera plus compliqué que si tu es déjà coureur. Et voilà, donc les entreprises ne sont pas, suivant les secteurs d'activité, il y a des entreprises qui vont y arriver plus facilement que d'autres. C'est comme ça, il y en a qui sont nés du bon côté du trottoir et puis d'autres pas. Mais il n'y a pas de fatalité, à part un ou deux secteurs d'activité où je ne vois pas vraiment comment ils vont y arriver, de vous à moi, mais je ne le citerai pas ici. Dans la plupart des autres secteurs, ouais, c'est possible. C'est possible. Donc après, c'est une question de discours de vérité. L'objectif pour une entreprise, c'est de durer. C'est pas de gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen de la durée. Je pense souvent à cette métaphore de la respiration. Bon, la respiration, c'est important quand même. Hein. Je pense que essayez un jour d'arrêter de respirer. Vous allez voir, ça ne dure pas très très longtemps. Quand ça dure très très longtemps, c'est que vous êtes mort en fait. Hein. Mais par contre, personne ne se lève le matin pour respirer. Et l'argent, c'est la respiration d'entreprise. Mais personne ne devrait être dans une entreprise pour l'argent. La vision, la raison d'être, ça doit sublimer ça. On se lève le matin parce qu'on a un métier, on a des enfants à s'occuper, on a ce que vous voulez, on a un projet personnel, c'est ça qui nous motive. Et les entreprises maintenant doivent redessiner leur raison d'être à l'aune des attentes de leurs parties prenantes, et pas simplement leurs parties prenantes contractuelles, je le répète, leurs parties prenantes non contractuelles. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que l'argent, c'est important, bien sûr, il faut en gagner. Une entreprise qui n'en gagne pas, c'est compliqué pour elle. Mais en tout cas, ça ne peut plus être le seul moteur, d'autant plus que, compte tenu de tout ce qu'il va y avoir à investir et à changer, on sait qu'il va falloir qu'on ralentisse l'économie, qu'on ralentisse notablement l'économie pour se remettre dans les limites planétaires.
Parce que émettre moins de carbone, on peut émettre moins de carbone avec des artefacts techniques, de l'efficience énergétique. Ça, oui, mais il y a des effets rebonds. Donc, oui, on va peut-être pouvoir gagner 10-15%, mais pour faire du net zéro, donc faire moins 90%, l'efficience énergétique, ça ne suffira pas. L'efficacité, ça ne suffira pas. Il va falloir toucher tôt ou tard au moteur. Et le moteur, c'est le modèle d'affaires. Il faut avoir cette lucidité. Et moi, j'explique ça à ma direction générale tous les jours. Et moi, je pense que c'est une question d'ailleurs de loyauté. Je pense qu'un cadre qui dirait autre chose que ça mentirait, tout simplement. Mais c'est pas bien de mentir quand même. Et je préfère, moi, faire preuve de lucidité et m'appuyer sur ce que dit la science. Parce qu'on peut négocier avec les sciences humaines économiques définies par les humains. Par contre, on ne peut pas négocier, négocier avec les lois physiques. Parce que sauf si vous avez le 0,6 de Dieu, je suis preneur, je veux bien discuter avec lui, parce qu'il en cumule pas mal en ce moment-là. Mais les lois physiques, on ne peut pas négocier. Et donc, il y a 423 ppm de CO2 dans l'atmosphère, ça fait 1,2 degré de réchauffement moyen. Si on continue aux conneries, on va passer à 1,5 degré, puis après à 2, puis à 3 degrés, puis après c'est fini. Après c'est game over. Donc, quand on sera game over, oui, qu'est-ce qu'ils diront les actionnaires là? Justement, interrogeons la science. Tu as parlé des actionnaires. Léa, il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont des rôles très similaires aux tiens. Oui. Des rôles où en fait les actionnaires mettent une pression immense sur les entreprises, justement pour changer ces modèles d'affaires parfois, mais aussi les grands comptes, les clients, les banques, les investisseurs, qui sont donc les actionnaires. Quelle nuance toi tu apportes à ce que pourrait dire Fabrice Fabrice, on a l'impression que s'il décrit il souhaiterait peut-être une pluie de réglementation et d'injonctions à changer. Oui. Les entreprises peuvent-elles vraiment supporter ça et quel est ton rôle dans ça chez les plateformes? Merci. Donc, en première, je voudrais nommer le fait que des gens qui ont des rôles comme le nôtre, ils subissent une double pression. On peut avoir la pression pour nous, c'est notre VCs ou des investisseurs, les actionnaires, mais aussi j'imagine que peut-être il y a l'autre partie que Charles a déjà évoquée. Par exemple, peut-être il y a des gens dans la salle qui ont aussi l'éco-anxiety, qu'on vient d'en parler. Donc je pense qu'il faut être clair que les deux types de pression existent et donc la partie sociale c'est tellement important parce que dans nos rôles c'est assez spécial de subir les deux pressions en même temps et de faire ça au quotidien. Et donc pour ça il y a une partie de science qui est assez intéressante parce qu'avant que j'ai travaillé au GIEC, j'ai travaillé au Conseil international pour les sciences et j'ai été responsable de relayer, de faire des synthèses, des études scientifiques pour tout ce qui était développement durable, pour les sciences sociales et les sciences naturelles. Et la partie qui m'a vraiment porté le plus, c'est cette théorie de résilience. Et là, on parlait de choc négatif, mais il y a un autre processus de théorie de résilience qui voit comment augmenter la résilience d'un système. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux s'occuper de l'entreprise, mieux s'occuper de vous, mieux s'occuper de la société? Et par exemple, un exemple que je donne quand je parle aux équipes marketing, c'est que par envoyer des messages qui sont basés sur la science, mais qui sont vrais, positifs, qu'on peut changer pour le bien, ça peut changer la culture. Et on change, ça c'est la partie bottom-up, on change la culture, on peut changer la gouvernance, qui fait partie des RSE, en anglais ESG. Et après, bon, dans des rôles comme le nôtre, il y a la partie bottom-up et top-down, et on va travailler les deux. Pour la partie top-down, la première chose que je fais, c'est je l'écoute, le discours qu'ils utilisent. Et là, après, une entreprise, par définition, doit faire de l'argent. Mais il y a des gens qui sont dans, qu'est-ce que moi j'appelle la résilience, l'innovation sociale, comme des organismes comme la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais pas si
si on peut montrer des gens qui connaissent ce terme ou peut-être je fais partie de convention de CEC. Bon, je pense que ça, c'est un moyen, par exemple, d'augmenter la résilience dans les entreprises, de savoir exactement comment discuter aux actionnaires quand ils en parlent de ça. Nous, on a la chance, par exemple, d'avoir, par exemple, plusieurs investisseurs qui sont très intéressés par des démarches RSE. Donc, toujours des discussions avec eux, c'est beaucoup plus facile que des parties classiques. Après, bon, c'est l'autre partie clé pour moi de RSE, on n'a pas parlé trop, Florence a évoqué un petit peu, c'est l'importance de noter. Et bon, de base, RSE, c'est une trace de métrique. Et être sûr qu'on a la bonne définition, des données pour tracer ça et pour après avoir des discussions difficiles avec des autres pour montrer, voilà, vous pensez de trajectoire, c'est ça, en fait, c'est ça. Et pourquoi ça, c'est important de faire? Bon, avec la législation, et je pense que la législation fait partie, mais aussi il y a le changement social, culturel qui doit avoir aussi. Et donc, pour le CSRD, bon, si votre board ou votre COMEX n'est pas au courant de dire, bon, le CSRD, quand même, ça va être audité, ça va être mis au greffe, ça va être public, jugé avec des lettres, ça va être très clair, les points forts et les points faibles que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est mieux de savoir en interne, en première, avant que ça soit potentiellement ou éventuellement public. On avait fait une étude sur la charge émotionnelle des RH. On avait vu qu'il y avait une charge émotionnelle qui était énorme. Je pense qu'on devrait aussi en faire une sur la charge émotionnelle des directeurs RSE. À mon avis, ça serait intéressant. Parce que je pense qu'on est en plein dedans dans l'injonction paradoxale. C'est un peu ce qui ressort là, un petit peu des échanges, à savoir l'injonction de faire de la croissance, faire de la rentabilité, du toujours plus, versus en fait, c'est à l'encontre de la planète, de l'environnement. Et il y a une personne qui est au milieu de tout ça et qui doit essayer de réconcilier tout ça. Donc je pense que c'est assez délicat, équilibriste, voire dans certains cas parfaitement contradictoire. À mon avis, j'aime bien ta métaphore de faire le premier petit pas. Je pense qu'un premier pas intéressant à faire, c'est d'essayer de montrer dans quelle mesure ça peut avoir un sens économique que d'avancer dans une démarche RSE. Tu disais par exemple avec ta nouveau business model basé sur l'usage, si on arrive à prendre conscience que c'est celui de demain et qu'en fait il est indispensable, ben ça veut dire qu'en fait si on ne prend pas ce virage, c'est-à-dire qu'après-demain on ne sera plus là économiquement. Et donc en fait c'est-à-dire qu'économiquement on sera perdant si on ne prend pas ce virage-là. Je pense à mon avis qu'il y a toujours ce rôle d'équilibriste, un petit presque de diplomate, après chacun son style de diplomate bien évidemment, de faire prendre conscience de ça, que certes c'est complètement paradoxal de prime abord, mais qu'il peut y avoir un chemin, un premier pas à faire qui vient réconcilier les deux. Et donc ça va permettre de faire avancer un peu ce que tu disais sur le changement des mentalités, finalement, essayer de faire évoluer l'idée de la réussite. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Est-ce qu'on va rechercher le profit absolument? Est-ce qu'on va chercher d'autres critères? Moi j'aime bien, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement Impact France, qui a sorti récemment l'indice Impact 120, qui va essayer de montrer des entreprises qui justement vont avoir des critères d'impact qui sont différents de uniquement la taille de la levée de fonds ou le chiffre d'affaires ou le nombre d'employés, qui seront finalement des KPIs très orientés croissance ou rentabilité. Donc à mon avis, c'est essayer d'avancer dans tous les domaines, essayer d'avancer dans la réglementation comme ça ne dépendait que de ça, mais on sait que ça peut avancer assez vite, essayer d'avancer tant bien que mal avec le point de vue économique de l'intérieur de l'entreprise comme ça n'allait avancer que par ça, et puis à la fin, on maximise les chances que ça évolue dans le bon sens. Et puis si je peux ajouter, vous n'êtes pas obligé d'y aller en frontal non plus. Si vous êtes amateur de billard, voilà, vous pouvez faire en 3 bandes, ça marche aussi, quoi. Moi, quand j'étais recrutée pour m'inciter à venir sur ce poste-là, mon manager de l'époque, qui n'est plus, qui maintenant est en charge du travel chez nous, donc vraiment bien, m'a dit, bon, de toute façon, dans l'ESG, nous, ce qui nous intéresse, c'est le S. Le E, de toute façon, c'est pas nous, parce que les avions, c'est pas nous qui les faisons voler, donc on n'y peut rien.
Le G, la gouvernance, on est une compagnie d'assurance, donc on est bon. Donc en fait, ce qu'il faut développer chez nous, c'est le S. D'accord. Donc le S, en fait, c'est notre raison d'être. Hein. On n'a pas eu besoin de trouver notre raison d'être, puisque notre raison d'être, c'est From Distress to Relief. Donc c'est vraiment accompagner les gens vraiment dans des situations de détresse, donc que ce soit en situation de voyage, vous êtes en panne sur le bord de l'autoroute avec vos enfants, ou une personne âgée en fait est tombée chez elle, etc. Donc c'est dans ces cas-là qu'on intervient. Donc de fait, ça a du sens. On intervient auprès des gens, mais on intervient avec du carbone. Donc à un moment donné, il faut dire oui, très bien, le S, je l'entends. Et on le fait, et au quotidien, et nos personnes chez nous sont engagées en fait dans nos métiers justement de l'assistance, mais on va peut-être s'occuper un petit peu du E, parce que et en prenant des effets de bord, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas dire on va changer notre business, c'est-à-dire on va arrêter les avions, on va arrêter, etc. directement, parce que de toute façon personne va m'entendre et va dire mais de toute façon tu veux tuer notre business. Donc on va peut-être agir autrement, c'est-à-dire regarder dans notre écosystème qui est en train de bouger. Et chez nous, typiquement, on travaille beaucoup avec, bon, bien sûr, des compagnies aériennes, et certaines sont en train de bouger. Donc après, on croit ou on ne croit pas à leur modèle, hein, c'est encore autre chose. Mais le SAF, enfin personnellement, j'y crois pas. Mais en tout cas, elles bougent. On a des prestataires avec qui on travaille, notamment sur les flottes de véhicules de remplacement. Quand vous tombez en panne, vous êtes très content d'avoir un véhicule de remplacement, sauf qu'il y a du carbone qui est généré par ces véhicules-là. Et donc qui comptent dans notre bilan, mais qui sont engagés également vers de l'électrique ou d'autres usages, c'est-à-dire des modalités de déplacement, etc., ou de mobilité en fait qui sont différentes. Donc en fait, au lieu d'aller en frontal avec votre manager en vous disant écoute, on va arrêter le business demain, c'est plutôt de dire regardons ce qui se fait en fait dans notre chaîne de valeur et dans notre écosystème, regardons les bonnes pratiques et regardons ce que nous on peut influencer. Donc on va être sur la partie client en fait, sur l'influence, et de dire auprès des partenaires avec lesquels on travaille, qui vendent des voyages tous les jours, etc., c'est de se dire comment progressivement changer l'offre pour être non plus sur des voyages longue distance, mais sur des voyages du low travel, des voyages de courte distance. On a par exemple un partenaire qui s'appelle Pierre et Vacances et qui a vraiment travaillé sur son modèle d'affaires dans ce sens-là, pour vraiment inciter les gens à partir moins loin, à partir en train, et ils se sont occupés en fait des derniers kilomètres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? J'arrive à la gare, je suis très bien, mais je suis toujours pas au Center Parks ou toujours pas à Pierre et Vacances. Donc comment je fais pour faire les derniers kilomètres? Ils ont vraiment réfléchi à ce moment-là. Pareil, fait travailler sur leur parc immobilier, notamment dans les zones de montagne, etc., en se disant demain, de toute façon, il n'y a plus de ski. Donc nos résidences qui sont en moyenne montagne, de toute façon, soit elles servent à rien, soit on va changer le modèle en fait, de ces résidences-là et changer le modèle de vacances en fait, des personnes. Et progressivement, voilà. Donc moi, je pense que Europe Assistance a un rôle dans l'influence de nos clients justement sur le changement de leur offre. Donc on travaille dessus et on commence à travailler dessus. Et également l'influence de nos prestataires qui sont les plus vertueux. Et par exemple, l'année dernière, donc vous avez au mois de septembre également des moments clés pour parler de la RSE, donc comme la semaine du développement durable, qui sont les 2 dernières semaines de septembre, qui permettent également de mettre en action les gens chez vous. Et par exemple, j'ai fait venir durant la semaine du développement durable l'année dernière tous nos prestataires en fait, qui étaient engagés. Donc ce sont des suppliers donc, qui ont normalement un engagement vis-à-vis d'Europe Assistance et qui sont venus présenter leur propre stratégie en fait, climat ou stratégie sociale, puisque certains, effectivement, par exemple, les taxis Hype à Paris font des taxis hydrogène, mais également sont engagés sur le handicap et ont 50% de leur flotte en fait, qui sont équipés pour des personnes en handicap. Donc c'est vraiment ces gens-là également qui viennent faire des conférences chez vous. En plus, ils le font volontiers, ils le font gratuitement. Donc franchement, c'est tout bénef. Et on a fait comme ça 10 heures de conférences. On a eu plus de 450 participants sur ces conférences-là. Et ça a commencé à faire bouger également les choses. Donc voilà, n'êtes pas forcément en frontal, c'est pas obligé. On peut y aller en douceur et puis faire progressivement changer les mentalités. Et je pense que chez Europe Assistance, c'est vraiment le rôle de chacun, et c'est pas seulement moi, c'est vraiment j'ai Inès là dans la salle qui travaille avec moi tous les jours et qui contribuent tous vraiment à ce changement de mentalité. Merci Florence. On aurait été ravis aussi d'être invités à cet événement avec vos prestataires. Prochaine fois, il faut regarder pour tout le monde. Ouais. Et je vois qu'il nous reste 5 minutes avant une séance de questions qui s'annonce aussi passionnante. Et moi-même, j'en ai une ici. On avait l'impression qu'en faisant plus de S, ce qui chez vous est finalement le business aussi,
vous faites moins de E, puisque chaque fois que vous portez secours, que vous faites quelque chose, en effet, vous consommez, vous continuez d'émettre. Est-ce que ces deux trajectoires s'opposent aujourd'hui et il va falloir en choisir une. On a l'impression que Fabrice, par exemple, tu es très branché environnement et tu... Alors, quand il n'y aura plus de planète, il n'y aura plus de S, hein, donc on est d'accord. Non, il faut tout faire en même temps. Il faut faire tourner les assiettes tout en même temps. C'est l'approche séquentielle de dire on va s'occuper de ça, puis après on s'occupera de ça, ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est une approche systémique. Donc il faut mettre le poids du corps partout en même temps. Et d'ailleurs, quand on va améliorer l'environnement, on va s'apercevoir qu'on va améliorer le S aussi, parce que finalement, le bonheur est immatériel. Donc, quand on a compris ça, on a tout compris. Hein. Le fait de travailler dans des boîtes qui vont travailler qui vont produire des biens qui ont du sens et qui servent à quelque chose, déjà, ça rend plus fiers les gens, je pense. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bullshit jobs. Il y en a un paquet de bullshit jobs. Hein. Et ça participe à l'éco-anxiété. Parce que non seulement ils savent qu'ils polluent, mais en plus, ça ne sert à rien. Donc ils le savent doublement. Quoi. Et il y en a un paquet, notamment dans les fonctions support. Hein. Il y en a beaucoup de bullshit jobs. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour éviter cette éco-anxiété qui rentre, parce que c'est vrai que ça paraît, le défi paraît juste impossible, c'est de se mettre à l'action, de se mettre en route, quoi. Il faut y aller. De toute façon, perdu pour perdu, autant essayer, quoi. Et c'est la meilleure façon de lutter contre cette éco-anxiété, c'est de se mettre en action ensemble, pas le faire tout seul. Et c'est des coalitions, c'est des collectifs, c'est travailler avec ses pairs, et puis rejoindre aussi des associations. Alors, je fais de la pub pour le C3D. Voilà, c'est une belle association où on aide nos pairs à essayer de trouver des solutions pour mettre en route la machine, mais sans carbone. Hein. C'est une machine sans carbone, et cette machine de l'immatériel. Parce qu'en fait, la première richesse d'une boîte, 80% de sa richesse, c'est son capital immatériel. Et le capital immatériel, c'est les connaissances, c'est les comportements, c'est les savoir-être. Hein, les soft skills sont très importants dans les entreprises aujourd'hui. C'est la valeur de la marque, hein, la réputation. Et on voit bien que les entreprises qui ne vont pas suffisamment transitionner ou shifter vont avoir du mal avec leur propre conscience et les enjeux de réputation pour ces boîtes-là. On voit ce qui se passe pour certaines grandes entreprises qu'on connaît. Ça va commencer à être difficile, ne serait-ce que pour le recrutement, pour la marque employeur. Hein. Donc tout ça, c'est important, comme c'est des sujets importants, et c'est du S. Hein. Donc non, je ne fais pas de focus spécifique. Je dis simplement qu'il faut tout faire en même temps et le faire vite, vu qu'on n'a plus le temps. Hein. Une pratique qu'on observe assez souvent de la part de pas mal d'entreprises, c'est quand elles vont mener justement plusieurs combats, sujets en parallèle, c'est de réussir à rythmer, comme tu l'as dit, avec certaines semaines qui sont thématisées. Donc ça peut être la semaine de la QET, une journée mondiale, juste pour donner du sens et un peu de cette logique de respiration, de là on fait un focus très clair pendant un certain temps, on va parler que de ce sujet, on va parler de notre plan, on va faire un point d'étape, etc., où est-ce qu'on en est, et on va rythmer comme ça, contrebalancer derrière 2 mois plus tard, 3 mois plus tard avec d'autres sujets pour comprendre, donner un peu de perspective et montrer que si tout est fait en même temps, c'est pas non plus fait de manière déstructurée et un petit peu de manière fouillie. C'est ce qu'on a remarqué. Ouais, merci Guillaume. Et bien, on va en profiter pour un dernier mot de fin de chaque intervenant, avant évidemment la belle séance de questions. Et Léa, si tu veux, je t'en prie on a ici une centaine de responsables RSE qui demain vont retourner à leur travail. Qu'est-ce que tu as envie de leur laisser ce soir ? Donc, en premier, je voudrais vous remercier pour être venu. Je trouvais la discussion d'être très riche. Qu'est-ce que j'aime bien quand je regarde dans la salle, c'est assez intergénérationnel. Et je pense qu'il y a une richesse là. De regarder des allées partout, de diversifier votre approche, de regarder pour des stratégies dans des domaines qui n'étaient pas peut-être dans ta tête avant, d'avoir des discussions avec des gens différents que toi. D'avoir des discussions entre vous, c'est très important pour recharger, pour la résilience et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des alliés et des amis dans des domaines où on ne pouvait pas avant. Et
j'ai compris qu'est-ce que Fabrice a dit. Bon, c'est important de choisir quelles entreprises on travaille, mais si on regarde les entreprises qui ont le plus d'impact sur l'environnement, par exemple, c'est là où le combat c'est le plus dur. Ouais, mais pourquoi pas essayer de parler avec des gens qui travaillent dans ce domaine aussi pour dire on a tous le même combat, on a tous le même défi. La loi, c'est pareil pour tout le monde. Nous sommes là pour vous, si vous êtes là pour nous. C'est un système. Notre scope 3, c'est partagé. C'est un travail ensemble. Donc, si je peux passer un message, c'est un message de fédération, de mutualisation de ressources, pas seulement physiques, mais aussi sociales, et de vraiment essayer d'avoir cet esprit d'innovation sociale. Merci pour ce message, et on te reconnaît bien là, toute américaine que tu es, pleine d'optimisme et de nuances. Et toi, Florence, qu'est-ce que tu veux laisser à la salle? Moi, je dis insister. La même personne qui m'a dit on va s'occuper du S, hein, Florence. Il y a 3 semaines, je présentais le début de la trajectoire, parce qu'on est en plein travail sur notre trajectoire décarbonation, et c'est pas triste. Me disait, a dit à son board, je ne veux plus travailler avec de clients qui ne sont pas engagés au niveau ESG. Donc c'est pas, voilà, on insister, et à force d'en parler, etc., ça marche. Enfin, moi, c'est ma conviction. On retient bien ton mot. Merci. Guillaume, toi Alors moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé chez Pernod Ricard. Je ne sais pas si vous connaissez la Suze, mais quand j'étais là-bas, il y avait le DG de, je crois que c'est de MMPJ, Martel Montpellier-Jouette, qui avait dit, parce que les ventes de Suze baissaient d'année en année. Alors en l'occurrence, pour le sujet E, c'est plutôt pas mal. Mais lui, il avait encore l'approche assez croissance, orientée croissance, et il avait dit, c'est très simple, si on ne fait rien, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que ça va continuer à décroître, à décroître, à décroître, à décroître. Et après, donc ils se sont un peu creusé la tête. Et aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien le Suze Tonic, c'est une boisson qui était un peu dépoussiérée, qui est complètement revenue à la mode. Et je pense que moi, ça m'avait marqué, parce que je me suis dit, bon, en fait, on a un problème qui est compliqué, qui était la Suze se casse un peu la gueule chaque année. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, faut qu'on tente vraiment quelque chose, et si on tente rien, il ne va rien se passer. Et là, je pense que sur ces sujets, c'est un peu la même chose. Savoir si on tente vraiment rien, on connaît la réponse. Et donc, je pense que moi, s'il y avait une chose à laquelle repartir, c'est essayons toujours de chiffrer. On est encore dans un angle dans l'entreprise qui est très économique, qui est très business-oriented. Comment est-ce qu'on fait pour pousser un angle économique, des chiffres, des KPIs qui montrent de la priorité, de l'urgence du sujet? Donc c'est pour ça que, par exemple, à titre d'exemple, nous, chez Moka.care, on a lancé un calculateur de la santé mentale. Vous mettez 3 choses: votre salaire médian, votre absentéisme, votre turnover, et hop, vous pouvez montrer derrière au top management l'importance et le coût du sujet derrière. Et je pense que c'est toujours une méthode pour faire en sorte qu'un sujet ne tombe pas en bas de la pile des priorités. Travailler ensemble, insister, essayer avec des données quantitatives. Toi, Fabrice, pour finir très rapidement. 30 secondes, c'est Encore compliqué moins. vos 30 secondes là. Non, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, en fait, parce que le but de la vie, c'est d'être heureux, hein, je crois. C'est ça quand même le plus important. Et lorsqu'on... Vous avez peut-être entendu parler de cette étude-là, d'une étude épidémiologique en Espagne il y a quelques années. Vous avez interrogé 8000 personnes qui étaient en phase terminale d'une maladie incurable. Donc ils étaient en soins palliatifs, et quand on arrive dans ce genre de service, il ne reste plus beaucoup de jours à vivre. Et ils ont été interrogés, ces gens-là, tant qu'ils étaient encore vivants, par des sociologues et des psychologues qui leur ont demandé, en fait, si tu pouvais rembobiner ta vie, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ils ont tous dit la même chose, hein, c'est plusieurs milliers de personnes. Ils ont tous dit, si je pouvais rembobiner ma vie, je passerais plus de temps avec les gens que j'aime bien, j'apprendrais un instrument de musique, je ferais plus de sport, je ferais du théâtre, etc. Il n'y en a pas un seul qui a dit, putain, si je pouvais rembobiner, j'optimiserais le BFR de ma boîte, je vendrais plus de casseroles, je ferais plus de voyages en avion. Il n'y en a pas un qui dit ça. Donc finalement, la bonne nouvelle dans cette histoire, comme il va falloir qu'on rende le monde moins matériel, voilà, qu'il va qu'on dépense moins d'énergie, moins de matières premières pour se resynchroniser à l'essentiel, c'est-à-dire aux conditions de vie sur Terre, il y a un nouveau récit en fait à faire advenir, un nouveau récit, un nouvel imaginaire, notamment dans notre monde à nous, parce que c'est 1% des plus riches qui émettent 38% des émissions et 10% des plus riches qui émettent 50%. Donc le problème, il est chez nous. Il n'est pas chez les Soudanais ou les Égyptiens. Non, il est chez nous.
pour faire en sorte que, bah oui, il faut qu'on accepte nous-mêmes de ralentir avant que le système nous oblige à ralentir. Donc on a encore la possibilité aujourd'hui de choisir ce qu'on peut ralentir, mais quand on va rentrer dans une économie de la rareté et de la pénurie, bah là, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être d'autorité, quoi. Donc il faut qu'on choisisse démocratiquement qu'est-ce qu'on veut ralentir. Bon, j'ai dit que j'étais gentil aujourd'hui, donc je ne dirais pas ce qu'il faut ralentir en premier lieu, mais c'est ça. C'est ça. Et donc, le mot de la fin, c'est que finalement, le grand problème des gens, et ce n'est pas péjoratif de dire ça, hein, c'est qu'ils savent plein de choses, mais il y a la procrastination, il y a le fait que c'est le passage à l'acte. Et moi, je dis souvent à mes étudiants, quand je donne des cours, ou mes collaborateurs, etc., dans la vie, ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Voilà. Donc, si vous avez compris des choses ce soir, vous aviez compris déjà des choses avant, l'objectif, ce n'est pas d'avoir compris, c'est de le faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Fabrice. On peut les applaudir bien fort. Merci à tous les quatre. Et on notera quand même la frontière très fine entre finalement les réflexions sur les sujets RSE et la philosophie, puisque tu en viens souvent, Fabrice, à questionner notre propre quête individuelle dans ce monde. Et la question à la fin qu'on a envie de se poser dans 30 ans, c'est moins est-ce que j'ai réussi dans la vie, mais est-ce que j'ai vraiment réussi ma vie, et qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie. On va maintenant passer à la séance des questions, et un micro va circuler dans le public. Si Thomas, t'en as un ou... N'hésitez pas à dire à qui est destinée votre question, ça aidera à la réponse, et puis les personnes sont présentes pour répondre. Jérôme Jacqueline Bessière, laboratoire SVR. Donc merci à tous pour vos échanges que j'ai trouvé très stimulants et inspirants. Moi j'ai une question qui s'adresse plutôt à Fabrice. Donc je partage complètement son point de vue sur l'économie de la fonctionnalité. Je pense qu'on doit absolument tendre vers ça. À titre personnel, j'ai essayé de développer par exemple des initiatives autour du vrac et autour du réemploi, la consigne. Et on comprend assez rapidement que malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre, nos consommateurs ne sont pas forcément prêts à faire ces gestes-là. Et même en communiquant, ça reste des initiatives vouées un petit peu à l'échec aujourd'hui, en France et dans un bon nombre de pays en Europe. Donc ma question est la suivante, c'est de savoir, sans accuser le triangle de l'inaction, comment vous voyez les choses pour casser un peu cette fatalité qui fait qu'aujourd'hui on sent que les gens ne sont pas prêts à shifter eux-mêmes. Et donc à quoi bon que les entreprises shiftent si les gens à qui on sert des produits eux-mêmes ne sont pas prêts à shifter? Vous avez complètement raison, hein. Alors c'est pas vrai partout, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Il y a un truc qui s'appelle le signal prix, hein, tout simplement, hein. Donc on a besoin de deux choses. On a besoin de la capacité d'entreprendre des entreprises, mais aussi on a besoin de régulation, ça a été dit. Et donc ce qu'il faut, c'est pénaliser l'intolérable. Voilà. Donc si on veut que les gens changent d'habitude, les gens sont un peu des caniches quand même, hein. On a bien vu pendant le Covid, hein, Macron il a dit vous arrêtez de travailler le 18 mars, tout le monde s'est arrêté de travailler, hein. On est vachement docile quand même finalement, hein. Donc oui, on aura besoin de signal prix pour inciter à... Parce que tout le monde est pour le progrès mais contre le changement, hein. Donc voilà, le changement il est toujours chez les autres. Donc si on veut voir vraiment des ruptures comportementales, on va forcément devoir inciter les gens. Et c'est vrai qu'économiquement aujourd'hui, c'est encore ce qui fonctionne le mieux, hélas, parce que ils n'ont pas compris l'intérêt vital. Ils regardent surtout leur nombril. On est devenu très égoïste dans nos sociétés, hein, très individualiste. Et il y a une autre technique plus soft pour inciter les gens à changer d'habitude. C'est, nous, on l'utilise chez Bouygues Télécom notamment avec l'offre source. C'est les nudges. Les nudges, c'est l'incitation positive par le jeu, par la gamification. Donc on a lancé une offre qui s'appelle l'offre source. C'est 40 gigas, 10 €. Et en fait, on dit aux gens, chaque giga non consommé, donc c'est une incitation à la déconsommation, eh bien, vous allez alimenter une association qui s'appelle Lilo qui reversera en équivalent argent du giga non consommé des œuvres caritatives. Donc moins tu téléphones, moins tu utilises ton smart, plus tu fais le bien autour de toi. C'est une incitation positive. Et en plus, pour nous, c'est rentable parce que les gens qui n'utilisent pas leur téléphone, ils n'utilisent pas les réseaux, ils n'utilisent pas les data centers, donc c'est la marge nette pour nous accessoirement. Donc c'est un modèle économique qui est quand même assez vertueux. Et j'ai vu aussi en Espagne une fois, sur une plage,
il y avait à Barcelone, il y avait des mégots partout. Et le maire de Barcelone a une idée géniale. Ils ont mis deux cylindres translucides avec l'effigie de Ronaldo et l'effigie de Messi. Et bien sûr, le but du jeu, c'était qu'il y ait le plus de mégots sur l'une des deux poubelles, là. Et en quelques semaines, il n'y avait plus de mégots parce que les gens sont tellement cons qu'ils ont joué à ça. Mais c'est une incitation positive. Donc, pour arriver à faire changer de comportement, je suis complètement avec vous. Le discours rationnel ne fonctionne pas sur beaucoup de gens parce que les gens... Il y a la loi de Brodolini, c'est ça qui nous pose problème. C'est quoi? C'est que souvent, tout ce qu'on vient de se dire là, ça demande un petit peu de temps pour bien comprendre. Et vous êtes déjà picousé là. Il faut 30 secondes pour sortir une connerie sur le changement climatique. Puis après, il faut 1 heure et demie pour dire ben non, tu confonds météo et climat, etc. Donc, hélas, le système des médias, les écoles ont failli dans l'explication de la complexité. Et la plupart des gens ne comprennent pas l'urgence du problème. Ou autrement, on leur dit, vous inquiétez pas, la technique va nous sauver. Donc ils se disent, bon, pourquoi s'emmerder vu que la technique va nous sauver? Alors que la technique ne nous sauvera pas. Donc les leviers, c'est la pédagogie, si ça peut fonctionner auprès des gens éduqués, les nudges, et puis bien sûr la coercition. Et je ne vois pas d'autre moyen de faire changer de comportement les gens. Juste à ajouter à ça, je vais mentionner un exemple de marketing sur le sujet-là. Je sais pas, je pense que c'est un pub qui est qu'en anglais pour le moment, mais ça montre un groupe de jeunes qui veut faire un pique-nique et il dit mais comment on va faire ce pique-nique zero waste, comment on va faire? Et là, on arrive en groupe de papy et mamie avec leur sac tout naturel, avec tout. Et pour moi, ça, c'est le nudge culturel et le parti de marketing que c'est assez cool, là. Et on voit les deux groupes qui se mettent ensemble, qui ont un échange, comment le faire. Et de montrer que c'était possible avant. Et ça, c'est notre message qui est important pour nous. C'est qu'on est tous là parce qu'on a des ancêtres qui a fait avant sans le pétrole et c'était pas exactement la galère de tout. Mais il y avait un progrès. Donc, c'était possible pour les humains de vivre sans des énergies fossiles. Nos ancêtres, dont tu parlais, c'était normal avant. Exact. Oui, mais c'est ce que vient de dire madame, je suis complètement d'accord. Il y a une nouvelle normalité à mettre en place. Et on a vécu quand même des milliers d'années sans pétrole, sans gaz. Et les gens disent, mais alors qu'est-ce qui devait être malheureux, etc. Mais tout montre que nos parents, nos arrière-grands-parents, passaient plus de temps à rire par jour. Ils faisaient plus de câlins et il y avait plus de liens humains. Donc certes, ils vivaient peut-être moins longtemps parce qu'il n'y avait pas toutes les techniques modernes de soins, de care. Mais qu'est-ce qui est important en fait? C'est la durée de la vie ou c'est l'intensité de la vie? Enfin, il y a des philosophies là, quand même là-dessus. Est-ce qu'il faut vivre longtemps avec son cancer ou que ça s'arrête assez vite? C'est une question philosophique, parce qu'il y a l'espérance de vie puis l'espérance de vie en bonne santé. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Chez Europe Assistance, vous devez en ramasser pas mal, vous. Oui. Moi, je vous préviens, après, il y a la question de l'impact social. Moi, je vous préviens, je ne reviens pas en arrière sur le linge. Je ne refais pas mon linge à la main. Et le linge à la main, le linge dans le temps, c'était les femmes. Donc, il est hors de question qu'il y ait une régression sociale et de genre également, parce qu'on veut moins de technique et moins de carbone, etc. Je ne refais pas le linge à la main. D'où la nécessité de choisir ses combats. Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel? Ça, le linge, je suis d'accord. Par contre, les vidéos de TikTok de chats en 4K, c'est peut-être pas complètement... voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Voilà, on a été longtemps fromage et dessert et pouce café. Voilà, il va falloir qu'on fasse des choix. Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir, merci beaucoup pour l'intervention. C'était ultra intéressant vos débats. Moi, j'avais une question par rapport à ce qui a été abordé au début par Florence sur l'importance de se former au début pour avoir les compétences et être à même d'amener de bonnes choses au sein de l'entreprise. Je voulais voir, donc la question est pour vous tous, c'est quoi un peu les ressources clés que vous avez su monopoliser, utiliser, que ce soit des groupes de discussion, des formations ou autres? Très franchement, moi, c'est le C3D qui m'a formée. Enfin, je veux pas... Sérieusement, c'est un groupe de travail. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui sont 350 et
Il y a des groupes WhatsApp où on peut poser la question qu'on veut. Il n'y a vraiment aucune question ridicule. Ça revient à ce que je disais au départ. Franchement, il y a des groupes de travail toutes les semaines. Vous avez des groupes de travail qui sont ouverts où pendant 1 heure le matin, vous prenez 1 heure le matin, vous avez un sujet et vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Enfin, les experts sont là pour répondre à vos questions, présenter le sujet. Et j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai un peu moins de temps maintenant parce que je le regrette vraiment. Mais franchement, c'est un des points, mais franchement, c'est bien. Deuxièmement, c'est le MOOC, pareil, du C3D. Alors, je ne vais pas faire de pub pour C3D, mais le MOOC est vraiment très, très bien fait, avec des experts indépendants et qui ne vous racontent pas des salades, enfin, voilà, qui ne racontent pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Donc, franchement, moi, je le recommande. Il est gratuit, il est disponible en français et en anglais. Donc, moi, je l'ai recommandé vraiment à toutes les personnes chez nous. Donc, ils ne prennent pas forcément le temps de le faire parce que maintenant, il commence à être un peu long. Il y a des modules qui sont rajoutés, forcément, ça dure plus long. Mais franchement, il est très bien. Et après, il faut lire, quoi. Enfin, vous ouvrez n'importe quelle page aujourd'hui sur Internet, vous avez du contenu, quoi. Enfin, le contenu ne manque pas. Il y a un bon livre que je vous recommande, c'est L'entreprise contributive, Concilier monde des affaires et limites planétaires, qui en français et en anglais, bientôt en espagnol d'ailleurs, et qui explique tout ça. Voilà. Mais pas cher. Donc, au-delà du C3D, s'entourer des bonnes personnes et poser ses questions. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas dire quelle que soit l'association, mais quelle que soit l'association finalement. Enfin, vraiment ce que disait Léa également tout à l'heure, enfin, discuter avec des pairs, trouver les lieux de rencontre en fait, qui permettent d'échanger, de discuter, de poser n'importe quelle question. Franchement, ça aide beaucoup. Et après, en faisant, de toute façon, vous allez. Quand vous devez répondre, de toute façon, si un client vous le pose, ou même vous devez faire EcoVadis, vous devez répondre à des questions par rapport à un questionnaire d'un client. De fait, vous devez vous mettre le nez dedans et d'aller chercher des réponses. Donc, rien que ça, déjà, c'est formateur. Oui. Voilà. Tu parlais de lieu de rencontre et c'est déjà un geste hyper fort de venir ici et de prendre ce soir. On aura d'ailleurs l'occasion de se rencontrer juste après pour un cocktail. On va prendre 2 dernières questions avant de partir en haut. S'il y a des... Ouais. Bonsoir à tous. Merci pour cette conférence. Vos témoignages étaient vraiment pertinents et il y avait du concret dans ce que vous disiez. C'était très intéressant pour des novices ou des personnes qui s'intéressent à la RSE et les ESG. Je voulais savoir, comme vous êtes des directeurs de développement durable de manière globale, quelles sont les compétences que vous recherchez chez un candidat, une candidate qui recherche un poste dans la RSE et qui a un parcours pluridisciplinaire, par exemple. Merci. Donc, comme je disais avant, c'est une évolution dans le temps. Et qu'est-ce que nous, on a remarqué, c'est l'importance de données, de mesurer, de traquer. Nous, on a, au moins dans le domaine de tech, on utilise souvent de big data. Donc, si vous avez des expertises dans ce domaine, c'est important. Mais maintenant, avec CSRD qui arrive, de tracer tous les indices, ils ont parlé de presque 1000 questions. Comment on va vraiment tracer cette partie-là? Donc, c'est pas s'il y a plusieurs postes dans une entreprise, peut-être pas le directeur ou directrice doit avoir toutes ses compétences dans ce domaine, mais quelqu'un dans l'entreprise doit être capable de tracer ça. Et après, peut-être le rôle de personne qui est responsable de RSE doit être capable de comprendre la partie quantitative de toutes ces métriques dans le temps, mais aussi d'avoir des compétences sociales et politiques pour avancer l'argument face aux décideurs, face aux clients, face aux collaborateurs, et de faire des arguments persuasifs, clairs, basés sur les données, c'est comment le communiquer et communiquer au bon niveau
aux bonnes personnes au bon moment. C'est assez compliqué et de temps en temps, on dit mince, j'ai raté là. Et je vais refaire mieux la prochaine fois et ça se fait. C'est juste accepter. C'est pas toujours parfait, mais on apprend et c'est vraiment une très bonne question. Merci. Bonsoir à tous et merci pour votre intervention. Valentin Bernel de Crap Transition. Ma question s'adresse peut-être un peu plus à Fabrice. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la redirection des modèles d'affaires. À titre personnel, je suis persuadé que ça passe par là. Mais du coup, ma question est la suivante. Quelle méthode, selon vous, est la plus efficace pour engager une redirection de modèle d'affaires? Est-ce que ça passe par de la réglementation type CSRD? Est-ce que ça passe par de la comptabilité socio-économique type méthode CARE? Est-ce que ça passe par de la sensibilisation simple? Est-ce que ça passe... Voilà. Quelle est, selon vous, la formule magique? Il y a ce que vous venez de dire déjà. Enfin, je sens, au travers de vos propos, vous êtes déjà un petit peu connaisseur. Oui, il faut changer le système comptable, mais ça, c'est une méta-décision qui revient pour les entreprises. Donc la CSRD est une bonne régulation pour ça, parce qu'en fait, ce n'est pas une régulation de reporting, la CSRD, même s'il y a le R de CSRD, c'est reporting, mais c'est une réglementation qui va nous inciter à transformer le modèle d'affaires pour prendre en compte nos impacts significatifs délétères sur les écosystèmes et sur l'environnement. Et l'objectif, c'est de se fixer des cibles et de les atteindre, parce que si on ne les atteint pas, il va falloir qu'on soit redevable moins des commissaires aux comptes. Et surtout, on pourrait, si jamais on n'atteint pas ces cibles, on va devoir lancer des environmental warnings, comme il y a des profit warnings. On dit voilà, j'avais prévu d'être moins 40%, je ne vais pas y arriver, donc je vais devoir être transparent vis-à-vis du marché en disant j'y suis pas arrivé. Et donc il pourrait y avoir des sanctions derrière, une sanction de réputation, même des sanctions financières. Donc pour arriver à faire un changement de modèle d'affaires, enfin, moi, ce que j'utilise, nous, on s'est fédéré dans un club qui s'appelle le Regen Ecosystem. Vous allez en entendre parler. Le 5e module du MOOC du C3D sort le 6 juin prochain sur exactement le mode d'emploi pour passer à une approche Regen. Donc je ne vais pas vous le faire en 3 minutes, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire pour passer en Regen. Il faut d'abord se doter des bonnes compétences. Il faut avoir des équipes pluridisciplinaires, et pas simplement des ingénieurs, mais il faut aussi des écologues, il faut des gens des sciences sociales également. Et surtout, ce qu'il faut, c'est aller voir le client. Voilà, parce que si le client n'est pas prescripteur, ça ne sert à rien. Donc, il y a un travail à faire avec le client pour qu'il, lui aussi, fasse son deuil d'une façon de consommer le produit qu'on lui donnait avant. Je pourrais vous donner des exemples du groupe, par exemple, qu'on a mis en place, mais c'est extraordinaire, parce qu'avant, on disait, on va vous vendre le bâtiment, puis il sera à vous, puis vous vous débrouillerez. Puis là, maintenant, on lui dit, on va vous vendre le bâtiment toujours, mais tout ne sera pas à vous dans le bâtiment. Alors, ah bon, ce ne sera pas. Et donc, là, il faut le rassurer, parce qu'on va lui parler de matériaux as a service, de réemploi, de modularité, de réversibilité. On shift tellement le modèle que le client, il est un petit peu déstabilisé. Donc, il y a beaucoup de calinothérapie, il faut rassurer le client pour dire, ça fait pas mal, mais ça sera beaucoup mieux. On va intensifier l'usage de ton bâtiment. Quand tu ne seras pas là, il y en aura d'autres. Ah, mais quand je vais revenir, est-ce que ça sera en place? Mais oui, t'inquiète pas, etc. Donc, mais c'est passionnant parce que ça fait travailler plein de gens différents ensemble. On réinvente quand même le modèle et ça marche. Vous prenez que ça marche. Hein. D'ailleurs, ça marche tellement que le problème aujourd'hui, c'est pas tant d'arriver à shifter vers des nouveaux modèles. Le problème, c'est maintenant, c'est la scalability. C'est d'arriver à déployer ça le plus vite possible. Et on n'a tellement pas de temps, quoi. Hein. Donc, on a besoin d'enthousiasme, on a besoin de gens positifs là-dessus. Le but, c'est d'être lucide sur les constats. Nous, on l'est. Mais après, derrière... En tout cas, si on n'y arrive pas, ça ne sera pas un problème de solution. Si on n'y arrive pas, ça sera un problème de volonté. Mais des solutions pour faire autrement, elles existent aujourd'hui. Donc c'est ça un petit peu la bonne nouvelle finalement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on accélère. Oui, on a besoin de vous pour ça. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut leur faire un dernier tour d'applaudissements. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci Guillaume, merci Léa, merci Fabrice, merci Florence. Ces personnes vont être présentes et vont rester pour le cocktail qui suit tout de suite. On a une densité de connaissances et de compétences en RSE dans cette salle qui est la plus forte à Paris en ce moment à 7h. Donc profitez-en. Moi, je reconnais William, Antoine, Rachel, Clara qui sont ravis de parler de ces sujets-là. Et les équipes de Greenly, de Beaver et de ESG Connect. Donc merci d'être là. On se retrouve tout en haut pour le cocktail et à bientôt.